Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les enfants du pays de Frédéric Sallet, lu par Jean-Paul Zibura. Faut jamais rien raconter à personne. Si on le fait, tout le monde se met à vous manquer. J.D. Salinger, L'attrape-cœur, 1951. À Georges. 1. Hippocampe. La vie écoulée, joie des rendez-vous amoureux, bavardage incertain des oiseaux en avril, rencontre avec des voisins d'abord devenus étranges, puis devenus familiers, dormait sous la neige, dans la froide pénombre. Vassili Grossman, Vie et destin, 1980. Chapitre 1. Photo de famille. La photo est connue. Une mère de famille enlace son enfant. Devant elle, un couple d'adultes et deux gosses courbent l'échine, dans le prolongement de canons distincts à l'extrémité gauche de l'image. Derrière elle, un policier braque un fusil à une cinquantaine de centimètres de sa nuque, un cadavre de femme gisant au sol. Dans la seconde suivant le déclenchement de l'obturateur, le coup partira. Elle s'effondrera de tout son poids sur son enfant, dans le pierrier et les herbes hautes de l'immensité ukrainienne d'Ivangorod. Sa mort, nous ne la voyons pas. Notre cerveau fait le reste et, inconsciemment, produit du mouvement sur l'image fixe. L'information est traitée, comparée aux autres déjà présentes dans notre mémoire, et nous imaginons la chute. Les élèves de terminale réfléchissaient aux aspects méthodologiques de l'analyse photographique en histoire. Qui a pris la photo? Dans quel but? Quel contexte? Le cliché est devenu un classique. En se contentant de taper Einsatzgruppen, on le découvre illustrant l'article sur Wikipédia. Il suffit de consulter la couverture de n'importe quel ouvrage sur ces groupes mobiles de tuerie mis en place durant l'été 1941 pour le constater. J'avais choisi un document ordinaire, cédant à la facilité de l'accessibilité de l'archive, mais qu'importe. La photo permettait de cocher toutes les cases de la compréhension de cette phase du génocide pour les élèves. Victimes, bourreaux, déroulement du processus, motivation des perpétrateurs, mise en forme de la propagande. Nous manipulions l'archive en fac-similé. Sur celle-ci était indiqué Ukraine 1942, action contre les Juifs, Ivangorod. Elle avait été envoyée par un Allemand et interceptée à la poste de Varsovie par des membres de la résistance polonaise. Nous avions tout sous les yeux. Nous irions même débusquer le lieu de conservation du négatif originel et nous intéresser au rôle du United States Holocaust Memorial Museum de Washington dans la mémoire de la Shoah. Cette activité en cours fonctionnait. Je m'en sentais heureux. Et puis Roxane a levé la main. Comment s'appelle cette femme? Le reste de sa famille a survécu? Je l'ignore. Pourquoi ne pas étudier une photo où l'on sait qui sont les personnes et ce qu'elles sont devenues? À cet instant, mon monde vacilla. J'avais été cueilli par une question à laquelle je ne pouvais non seulement pas répondre, mais surtout pas opposer le moindre argument recevable. Comment s'appelait cette femme? Je n'en savais strictement rien. Mon cerveau saturait de noms. Jerzy Tomaszewski, le résistant polonais qui intercepta la photo en mars 1942 à Varsovie, Paul Blobel et Otto Rasch, chefs du Einsatzgruppe C, Zilenko, membre du commando et possible bourreau photographié. Mais cette femme, elle était juste une femme juive. Un cours d'histoire est constitué de certitudes, d'une parole professorale mécanique, d'un brassage perpétuel d'archives et d'une transmission machinale du savoir au fil des ans. Un cours pourtant tracé au cordeau. Or,
Les années défilent et avec elles le sentiment d'être passé à côté de l'essentiel, le poids des morts, jusque-là évoqué, méthodiquement et froidement, comme le fait l'historien déchargé du pathos, s'alourdissait. L'évocation des bilans, en millions de morts, ne faisait plus sens. Les élèves empilaient les chiffres dans leur mémoire comme j'accumulais les exemples pour tâcher de livrer, en une poignée d'heures, un tour d'horizon exhaustif d'une tragédie européenne. Une tragédie hors sol, pour des élèves convaincus que la guerre, aussi mondiale fût-elle, ne s'était pas jouée dans le périmètre de leur vie sociale. Une tragédie hors du temps, pour des jeunes nés au XXIe siècle, ne pouvant intégrer à leur souvenir le désormais classique « Je me souviens où j'étais le 11 septembre 2001 ». Lorsque j'avais leur âge, mon professeur d'histoire devisait déjà autour du sempiternel « Tout le monde se souvient où il était le 10 mai 1981 ». J'avais la sensation d'échapper à un monde heureux, d'un printemps 1981 qui ne reviendrait plus, tout en ayant l'impression singulière d'avoir vécu une fin d'été 2001 qui pouvait frapper en n'importe quelle saison. Du reste, l'histoire enseignée devenait une histoire parmi tant d'autres, à laquelle ni eux ni moi n'appartenions. Les racines de la grande histoire européenne avaient poussé en prenant soin de contourner les ramifications de mon arbre généalogique. Ma famille devait probablement être un des angles morts de l'histoire, cette quantité négligeable, ces unités incorporées dans les millions d'individus venus noircir les exemples numériques donnés en classe. Pourtant, elle était traversée par deux récits distincts issus de la Seconde Guerre mondiale, deux veines qui irriguaient le corps et le traversaient de part en part. Dans cette anatomie confinant au mystère, exhumer une explication rationnelle et scientifique apparaissait surannée. Du côté paternel, la figure tutélaire de la grand-mère Rosa avait irradié l'héritage familial et s'était façonnée durant les années sombres. L'histoire de la chasière était connue de tous ses petits-enfants, sans pouvoir déterminer quelle part de vérité s'y cachait. Selon ses dires, les Allemands, que Rosa continuait d'appeler tendrement les Boches, avaient investi la maison ardéchoise de Flaviac. À cette époque, indéfinie par la mémoire de l'aïeul et dont la chronologie se résumait à un pendant la guerre, mes grands-parents employaient Léon, ouvrier agricole réfractaire au STO. Disposant de quelques têtes d'un troupeau de chèvres, Rosa avait pris l'habitude de stocker son fromage dans une chasière, dérivé patois de la traditionnelle chazère. En pénétrant dans la propriété, les Allemands eurent l'attention détournée par la qualité du fromage, laissant l'opportunité aux manœuvres de s'enfuir par le jardin, ramper dans les sillons des vignes de Mourvèdre et se cacher dans les grades, montagnes de calcaire embrassant le quartier. Cette histoire était devenue anecdote. L'anecdote était devenue notre histoire. Elle faisait sourire et laissait penser que nous devions notre propre existence à un fromage de chèvre. Du côté maternel, le souvenir de la guerre s'est cristallisé autour d'un cousin dont, enfant, je ne connaissais que le prénom, Georges. Les rares discussions familiales sur la période se focalisaient sur lui, comme pour mieux éviter les questions sur la vie de mes grands-parents. Le tragique l'emportait sur le reste. Georges était le fils d'Évodie, la sœur de ma grand-mère Marguerite. Il devenait par dérivation le cousin Georges de ma mère, et notre cousin à tous. L'histoire en apparence était simple. Georges Faure avait été raflé parce qu'il était apprenti, dans une pharmacie tenue par des patrons juifs. L'objet de la rafle ne le concernait pas. Il était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette rafle l'avait emmené dans un camp, probablement Auschwitz. L'histoire tenait bien en 3 phrases. Elle résumait la banalité du tragique, sans s'encombrer de circonvolutions pour exagérer le propos ou masquer l'indicible. Le cousin raflé déporté à Auschwitz était le trauma de notre famille, là où d'autres régurgitent le deuil des tranchées
ou se remémore l'Algérie. De cette histoire ne subsistait que l'oralité et 2 photos, soigneusement gardées et emballées dans du papier kraft, le tout conservé dans le tiroir à peine visible sous les coussins du canapé en cuir du salon. Ces 2 photos étaient là, depuis toujours. Comme si la maison, construite dans les années 1970, avait été bâtie autour d'elle. Méticuleusement glissées sous d'autres clichés, elles étaient la base sur laquelle reposaient nos albums de vacances estivales à Seignos et Royan. Le rituel immuable de la dernière semaine du mois d'août, quand le ramassage des pêches était terminé et que les pommiers et poiriers ne demandaient encore que peu d'efforts. Cette semaine, c'était la semaine de vacances de mon père, donc la nôtre. Les jours heureux avaient écrasé le souvenir des photos du cousin. Il s'était enfoui au plus profond de la mémoire de ma sœur et de la mienne. Nous savions où les photos étaient cachées, mais nous ne les regardions jamais. Ma mère incarnait la gardienne de ce temple mémoriel. C'est elle qui choisissait le moment où l'on parlait de lui. Il y a des codes et rituels que l'on ne contourne pas. Celui du silence en est le plus parlant. Comme tant d'autres familles, nous nous révélions par le creux. Nous masquions par nos silences l'importance du tragique, préférant nous adonner à l'anecdotique. En ne dérangeant personne, nous bouleversions chacun. Nous avions déjà vu ces photos, une fois, peut-être 2. Sur la première, Georges posait fièrement dans son costume du dimanche, un complet gris foncé impeccable, laissant deviner une chemise blanche dont le col était serti d'une belle cravate noire. Le menton relevé, la bouche légèrement pincée et les yeux semi-plissés derrière des lunettes rondes, lui donnaient l'aspect physique d'un jeune faisant bien plus que ses 17 ans. Le mouvement de ses cheveux noirs gominés affrontait fièrement l'objectif de Paul Jacquin, le photographe de l'avenue Victor Hugo à Valence. Sur la seconde, Georges ne pose plus devant l'appareil. Le visage tuméfié, il est impossible de savoir s'il est vivant ou mort. Disparu le complet gris, évanoui le sourire pincé, l'obturateur a saisi le ravage de la destruction physique d'un corps révélant l'effroi de celui qui veut bien regarder le désastre en face. Si les photos pouvaient respirer, elles témoigneraient de la suffocation du monde. L'histoire du cousin Georges était ce pont commun qui liait les différentes figures de la famille que, ma sœur et moi, ne connaissions que de nom. Georges Faure. Même le nom est banal, presque aussi insignifiant qu'Arthur Martin ou Patrick Dupont. Un nom qui passerait inaperçu sur le granit d'un monument aux morts ou la plaque d'une impasse. Il était pourtant celui dont la simple évocation faisait pleurer ma mère. On connaissait tous son histoire, car nous n'avions que celle-là. Les générations avaient passé en emportant avec elles le secret du changement. Immuable, la famille avait travaillé la terre, nourri le village et prié pour son salut. Plus les souvenirs et les papiers jaunis remontaient les âges, plus les traces d'un aïeul paysan et huguenot confortaient l'idée d'un enracinement local séculaire. Nous étions une histoire française, l'empreinte d'une ruralité du Vivarais dont les uniques tumultes fantasmés s'étaient résumés à l'éventualité d'une descendance camisarde. Envisager un possible passé frondeur face au dragon du roi avait ce caractère rassurant de ne pas être uniquement le fruit d'une acceptation du labeur, mais d'avoir osé, en des temps immémoriaux, s'élever contre l'autorité. En imaginant des ancêtres rendant leur culte dans le désert, la famille sortait d'une platitude que je ne retrouvais dans aucun cours d'histoire enseigné. Elle avait traversé le temps, en étant spectatrice des événements que je transmettais au quotidien à des élèves pris, eux aussi, dans la normalité supposée de leur existence familiale, en dehors du monde en marche. Et dans cette histoire française, j'incarnais celui qui, au lendemain des Trente Glorieuses,
participer de l'émancipation, de la méritocratie républicaine et de l'élévation de la condition sociale familiale. Pendant sudiste du jeune Lorrain qui migre vers Paris après la liquidation des hauts fourneaux, je migrais inexorablement vers la ville après que la PAC eut déversé ses subsides sous forme de primes à l'arrachage. L'Europe avait redessiné la carte de l'agriculture française et le cadastre de notre clan. Les arbres de mon père rejoindraient bientôt la liste des souvenirs des discussions sentimentales au café du village, laissant place au fermage raisonné de jeunes agriculteurs consciencieux. Les lois de la statistique étaient imparables. Nous n'étions pas solubles dans le maintien obstiné des traditions au détriment de l'attrait de la modernité. Le destin s'était abattu sur notre famille comme sur des milliers d'autres issus du monde agricole. Il était bien entendu plus facile et rassurant de penser au destin comme grand commanditaire de nos trajectoires que d'examiner les responsabilités personnelles et collectives. Nous aurions pu être des personnages de romans de Nicolas Mathieu, une déclinaison rurale de cette jeunesse passée à traverser la France invisible des années 1990. Ici, point de hauts fourneaux, ni de coqueries. Les paysages ne sont pas faits d'acier, mais de teintes azurées, pastel et zébrés par les rangées rectilignes de pêchers. Ils n'en sont pas moins durs. Unique rappel d'une incursion de l'industrialisation dans les campagnes, l'usine de papier photographique argentique Crumière triomphait en bordure des champs paternels, projetant l'ombre de sa cheminée haute de 30 mètres sur les vergers chaque fin d'après-midi. Les guerres avaient assuré la bonne santé de l'entreprise, les armées passant massivement commande de plaques et pellicules photographiques dont la cellulose de cuivre avait fait la renommée. La création du service cinématographique des armées, SCA, en 1939, était une chance pour l'Ardèche, donc une chance pour nous. À l'automne 1975, le cinéma revenait en majesté dans le quartier. Bertrand Tavernier posait ses pellicules argentiques pour tourner Le Juge et l'Assassin dans la cour de l'usine. Philippe Noiret s'asseyait sur les marches de la maison de mes parents entre deux scènes. Michel Galabru était couronné du César du meilleur acteur 18 mois plus tard. Nous y étions sûrement pour quelque chose. Nous étions une histoire européenne. J'habitais en bordure du monde, mais moi seul en étais conscient. Pas de train, encore moins d'université. L'Ardèche avait cette particularité d'être connue de tous sans y être éprouvée au quotidien. En la quittant pour Grenoble, je douchais définitivement les espoirs d'un maintien de la tradition, de la lignée agricole, et installer la famille dans l'ascenseur social républicain. Cette rupture historique ne suscitait chez moi aucun état d'âme. D'héritier putatif, je donnais le change en laissant espérer à mon entourage une émancipation de classe. Mon père m'a toujours vanté les bienfaits de la terre, tout en me dissuadant d'en être l'esclave. Ce subtil jeu d'équilibriste qui fluctuait au gré des fatigues et des motivations donnait une impression blafarde du métier, tantôt noble, tantôt avilissante. C'est un boulot de con, se plaisait-il à me rappeler. Je n'étais pas fait pour les acrobaties d'équilibriste, et la balance penchait déjà d'un côté. Je compulsais les livres quand mon père, au même âge, maniait les tuyaux d'arrosage au milieu des pêchers. J'admirais son travail de forçat, tout en enviant ces intellectuels qui avaient la capacité de maîtriser les mots pour rendre une œuvre intelligible. Ma vocation serait ailleurs, celle de les faire parler au plus grand nombre. Le livre revêtait ce caractère particulier de l'objet présent depuis toujours dans la bibliothèque des autres, mais absent dans notre propre maison. Les rares ouvrages que nous détenions se résumaient à un dictionnaire, quelques atlas, une biographie de Jean Ferrat, des ouvrages de photographie de l'Ardèche, certainement jusqu'aux Cévennes, et l'intégrale des albums de Tintin. Il devait peut-être y avoir un exemplaire du théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres dans l'atelier de mon père. Après mon doctorat,
J'accumulais des livres comme pour combler le vide, les mètres linéaires de pages s'entassaient sur les étagères. Déjà, lors de ma soutenance de thèse, les volumes empilés devant mes notes avaient donné l'occasion au président du jury de dresser une analyse clinique de mon tableau psychologique. Ces ouvrages posés comme une muraille autour de vous ne sont-ils pas là pour vous protéger de quelque chose? Vous n'en avez pas besoin en réalité. Non, en réalité, je n'en avais pas besoin. Davantage preuve du savoir ingurgité qu'outil d'explication, ils offraient un remède à la solitude et renfermaient une nuée d'histoires intimes, parfois analogues à la mienne. Bien que peu disert sur la littérature, mes parents évoquaient souvent un livre, L'Ardèche martyre. Sans l'avoir jamais ouvert, ils savaient par je ne sais quel miracle que l'histoire du cousin Georges y était mentionnée. À l'été 2020, ma sœur et moi décidâmes d'acheter l'ouvrage, identifié sur Internet chez un bouquiniste de Die. La somme fut rondelette, mais elle comme moi avions compris qu'en l'achetant, c'est ce qu'il resterait de notre famille. L'objet se substituait aux rares discours des origines et ressemblait de plus en plus à la base d'un futur patrimoine. Le volume rappelle un album de voyage morbide, organisé en chapitres témoignant de l'horreur, village par village. Illustré de photographies dont on ne connaît ni la provenance, ni l'auteur, ni la date, le livre n'en a pas moins l'odeur caractéristique des vieux fascicules de grenier que l'on sort des armoires le temps d'un été pour faire l'inventaire du passé. Les pages commencent à jaunir, constellées de déchirures microscopiques et maculées de petites taches brunes. L'épaisse ignorance du savoir allait pourtant s'effacer devant les souvenirs déterrés. Le livre d'Adolphe de Montes est devenu pour mes parents une amulette contre l'oubli. Il consignait les horreurs subies par le cousin Georges, mais aussi celles de leurs semblables, ces Ardéchois attachés à une terre qui n'avait été que le fruit de labour avant d'être le théâtre de l'occupant. Un théâtre d'agriculture devenu tragédie grecque. Dans le martyrologue, l'homélie faisait office de vérité, et celle-là ne pouvait être contredite, et pour cause. De Montes avait publié, en encart de son évocation de la rafle du 13 avril 1944, une lettre de la tante Évodie, datée du 26 août 1945. Avec les précautions d'usage, il souligne l'émouvante lettre d'une maman. Dans une brève introduction, il laisse la parole à Madame Faure, qui a bien voulu faire parler son cœur déchiré de mère pour que les autres mamans, celles qui n'ont rien perdu dans cette maudite guerre, n'oublient pas. Cette supplique était le témoignage devant le monde d'une mère éprouvée par le destin de son fils. De Montes se transformait en consignateur, mais également en dépositaire unique de la souffrance familiale. L'ouvrage, publié en 1946, est le produit d'une époque, celle d'une France tiraillée entre un discours résistentialiste balbutiant et la réalité de l'épuration sauvage dans les campagnes. L'allemand est réduit aux nazis, aux boches, aux criminels sordides, et la population ardéchoise a versé le tribut du sang pour écrire sa propre mimésis. À ce titre, toute remise en cause devenait fallacieuse et sournoise. Ce cabotinage du professeur qui lit avec son stylo rouge, là où la mère et le père découvrent l'horreur avec fièvre et émotion, relevait de l'indécence. L'historien n'est ni plus ni moins qu'un trouble mémoire. Il était alors malvenu d'évoquer ce que je savais sur de Montes. Cette figure ardéchoise du communisme ne se contentait pas d'être un activiste local, cantonné à sa région du Teil, la cité rouge, faisant face à Montélimar. La présence massive des cheminots et des ouvriers de la chaux avait transformé la ville en figure de proue du communisme ardéchois. De Montes baignait dans cette ambiance de lutte des classes. Membre actif de l'Association des Amis de l'URSS, il participa au Congrès d'Amsterdam à la fin d'août 1932
à la suite d'un appel contre la guerre impérialiste lancé par Henri Barbus et Romain Rolland. La mobilisation générale du 1er septembre 1939 le plongea dans la guerre avant d'être révoqué par un militantisme trop prononcé, visible dans son absence de répudiation du pacte germano-soviétique. C'est à la fin 1943, au sein du réseau résistant Brick-Oudinot, que De Montes fit l'expérience physique et morale du traumatisme guerrier. Le mythe du parti des 75 000 fusillés a été pétri par des trajectoires comme celle de Montes. En tant que membre de Brick-Oudinot, il croisa la route d'Albertine Morin. La sténodactylographe d'une quarantaine d'années était une figure bien connue de la résistance dans la vallée du Rhône. Chargée de trouver un lieu de refuge pour les réfractaires au STO en 1943 et répondant au nom de code Sarrazin, elle officiait également comme agent de liaison au cœur du triangle Valence-Lyon-Grenoble. Après avoir été dénoncée, elle fut arrêtée par les membres de la SIPO-SD le 12 avril 1944, avant d'être exécutée froidement à Sanillac, 9 jours plus tard. Le visage tuméfié d'Albertine fut l'unique relique figée sur papier sépia par ses bourreaux, seul refuge du deuil familial. Dès lors, les 2 années qui suivirent furent l'occasion pour De Montes de recueillir la mémoire de l'occupation dans le département, tout en s'affirmant comme secrétaire administratif de l'association France-URSS. Si j'ai toujours été incapable de qualifier la couleur politique de mes parents, je croyais savoir ce que nous n'étions pas, ou n'avions jamais été, ni communistes, ni fascistes. L'éventail restant était large. Il correspondait à la banalité d'une France rurale, se réclamant volontiers du gaullisme, tout en votant le plus souvent à gauche, autour d'un idéal de démocratie chrétienne sociale. Mais avec De Montes, ce soudain apôtre de l'histoire familiale, teinté de rouge, invité par ma faute à la table des discussions, pouvait devenir encombrant. Entre une oralité transformée au gré des mémoires et un écrit produit d'un communisme dansant sur les cendres du nazisme, la déconstruction s'annonçait longue et fastidieuse. Bientôt, l'histoire allait devenir un fardeau remuant un passé qui, jusque-là, n'empêchait personne de vivre convenablement. Les morts ne parlaient plus, les vivants déposaient des chrysanthèmes, et l'arythmie d'émotions éprouvées par quelques-uns souhaitant connaître la réalité ne survivait pas au sempiternel laïus du « on ne saura jamais maintenant qu'ils sont tous morts ». Les chrysanthèmes craignent le gel. De temps à autre, l'histoire s'introduisait chez nous par un biais inattendu. Mon père aimait Jean Ferrat et Nuit et brouillard. Lorsque l'un de nous enclenchait la touche play de la radiocassette, il y avait 90% de chances que l'ostinato des timbales vienne envahir la pièce. Elle ressemblait à un glas funèbre. Il était aisé de connaître les paroles par cœur, car Nuit et brouillard succédait à La montagne, et La montagne s'enchaînait avec Nuit et brouillard. Nous n'écoutions pratiquement que ces 2 titres. Question de commodité, sûrement. Cela évitait de rembobiner trop longtemps la cassette audio. Les paroles de La montagne parlaient à tous, comme un hymne à l'Ardèche dont nous étions fiers, sans savoir à l'époque que cette ode à l'abandon de la terre natale provenait d'un Ardéchois né à Vaucresson. Pour Nuit et brouillard, nous ignorions tout de la chanson et de son sens. Nous connaissions Jean Ferrat, mais pas Jean Tenenbaum et son passé. Ce compagnon de route du Parti communiste était devenu le passager clandestin de notre famille. Sur le catafalque des morts de Nuit et brouillard pouvait bien se dresser la figure de Georges et de tant d'autres. Nous n'entendions rien à cette histoire. Les communistes Ferrat et de Montes nous accompagnaient, discrètement, de manière épisodique, alors que nous n'avions qu'une certitude, celle de n'avoir rien en commun avec le parti de Marchais. Pourquoi n'étions-nous pas communistes alors que les seules figures culturelles que nous respections l'étaient ?
Pourquoi n'enlevais-je pas la poussière sur la tranche de tête de mes livres? Pourquoi la question de Roxane m'avait-elle paralysé? Il y avait quelque chose du ressac de l'océan dans cette soudaine profusion de questions. Après des années de mer calme, les vagues se brisaient violemment sur les certitudes. Je retravaillais la photo présentée aux élèves. Je gagnais en précision. Le cliché marque le point final de la déportation de 200 juifs ukrainiens d'Alexandrovka dans une étable où ils furent parqués pendant plusieurs jours. 200 policiers et 100 SS séparèrent les hommes des femmes et des enfants. Ils leur entravèrent les mains avant de les charger dans des camions. La bâche recouvrait les visages. Les camions déposèrent les futures victimes dans un champ près d'Ivangorod. Les policiers avaient reçu à boire. La vodka désinhibait les plus fragiles et exaltait les plus impatients. Certains s'affairaient autour de leurs fusils, pendant que d'autres sécurisaient les lieux. Avant d'être abattus, les victimes étaient déshabillées, puis alignées en bordure d'un ravin. Par groupe de 15 à 20 personnes, elles étaient fusillées. Les policiers tiraient par deux. L'un visait la tête, l'autre le dos. Les corps devenus inertes poursuivaient pourtant leur course automatique dans une chute de 4 à 5 mètres, remplissant la combe devenue charnier. Après la fusillade, les SS se précipitaient au bord du ravin pour tirer une dernière salve dans la tête des agonisants. En l'espace de 3 heures, 12% de la population d'Alexandrovka avait été anéantie. La totalité des Juifs avait soudainement disparu de l'histoire séculaire de la ville. C'était bien l'assassinat d'un peuple, de sa maison, de sa famille, de ses livres, de sa foi. J'exhumais délicatement les 2 photos du cousin Georges de leur reliquaire Kraft. Oublié le fac-similé, je touchais du doigt, au sens littéral, les originaux. Mes yeux ne voyaient rien d'autre qu'un visage. Je n'avais rien de plus à dire sur Georges. J'ignorais tout de son sort, de son histoire, et de ce qui avait rendu possible une telle tuméfaction du corps et une telle destruction des tissus humains. L'histoire a ceci de fascinant qu'elle est capable de mettre en lumière l'emploi du temps minuté d'inconnus ayant vécu à 3000 kilomètres, tout en laissant dans l'ombre les défunts de son propre sang. La géographie l'avait emporté sur ma biologie. En réalité, j'étais aussi proche du cousin Georges que de cette femme fusillée dans les blés ukrainiens. Cette femme, je n'en sais toujours pas le nom. Mais j'en parle beaucoup plus que du cousin Georges, comme si l'histoire lointaine des morts anonymes de l'Est faisait davantage sens que le ravage personnel. Pour la première fois, j'allais coller mon œil au Judas de la porte d'entrée de notre famille. Georges apparaissait de l'autre côté de l'œilleton dans un spectre difforme. Dans ce petit interstice, d'autres visages se tenaient à ses côtés, eux aussi porteurs d'histoires intimes, involontairement enfouies ou sciemment proscrites. L'histoire, c'est comme les secrets. Tôt ou tard, un escroc vient les faire remonter à la surface et tout explose. L'escroc, c'était moi. Chapitre 2. Des visages, des figures. Georges Faure a 17 ans au printemps 1944. Le gamin, né au Cheylard, plus bas dans la vallée, a toujours vécu dans ce périmètre d'une dizaine de kilomètres carrés autour de Vernoux-en-Vivarais. Cette zone indéfinie par les cartes, parfois collines, souvent montagnes, constituait la porte d'entrée du plateau ardéchois. Georges incarnait cette jeunesse tentant de s'extirper du destin agricole tracé à la fois par l'héritage familial et la topographie. Vernoux, c'était ce ciel laiteux des orages d'été, dessiné comme on jette l'eau d'un verre dans les plantes. Cette terre sèche et sableuse de juillet qui devient collante et boueuse en novembre. Les blés qui ondoient et cassent de leurs lignes les vallons de cerisiers, et des bogues de châtaignes par milliers qui jonchent le sol d'automne,
faisant danser les pieds des enfants sans échauder les mains calleuses des anciens. Vernou ne se résumait pas aux poncifs ardéchois, mais Georges se résumait à Vernou. Il n'était sorti du département qu'à de rares occasions pour descendre à Valence, acheter son costume de communiant et poser devant l'appareil photo de studio d'art. À Vernou, on l'appelait Jojo. Tout le petit monde de ce village de 2515 âmes connaissait Jojo. Parfois, Jojo se transformait en le fils fort. Ses parents tenaient le café de la gare, l'un des 3 troquets du village, en plein centre. Sa mère, Évodie, portait le commerce à bout de bras comme la culotte familiale. Sa gouaille et ses excès amusaient le village, et l'on venait davantage dans l'établissement pour exister au monde que pour tordre un petit noir que l'on aurait mieux réussi chez soi. Bientôt, boire du café serait un luxe réservé aux mieux lotis. La préfecture de l'Ardèche allait rationner son achat à 150 grammes par mois à compter du 15 septembre. La tante Évodie, comme il était d'usage de la nommer dans la famille, était la matriarche d'un foyer de 3 enfants. Colette, d'1 an l'aîné de Georges, et le petit Gérard, 10 ans. Le mari, s'il existait, nous n'en connaissions ni le prénom ni l'histoire personnelle, tant la figure de la tante emportait tout sur son passage. La famille Faure avait payé son écho à la bonne marche du monde et à la vie économique locale. La politique s'invitait parfois au village, souvent au café. La sociologie du vote dans cet entre-deux-guerres ne souffrait d'aucune hésitation. À Vernou, on a toujours voté à droite, sans trop savoir pourquoi. Voter à droite était la garantie de laisser les communistes dans l'antre de leur section locale et de perpétrer le collage d'affiches comme seul reliquat de leur grand soir. Le vote à droite offrait l'illusion d'être la masse physique et empirique du discours maurassien, barésien. En somme, d'avoir fait descendre la République au village. Et quand la République remonte du village vers le sommet du pouvoir, la fierté est modulée, voire ravalée. L'Ardèche a en effet donné à l'État des personnalités publiques de premier rang, à l'image du député d'Annonay Xavier Vallat. Élu et réélu sans cesse depuis 1919, Vallat est le visage national de la vie locale. Ce grand gaillard à l'œil droit et borgné possédait un physique parlant à chaque Français, celui d'une gueule cassée par son expérience du feu au sein des chasseurs alpins durant la Grande Guerre. La guerre lui avait bien emporté une jambe, mais son œil, lui, n'avait en réalité pas survécu à une bagarre à Aix-en-Provence lors de l'inauguration d'une statue en l'honneur du Dreyfusard Zola. Le personnage se pose là, dans cette France où l'on porte son antisémitisme en sautoir. En Ardèche, Vallat était le bonhomme bagarreur, Rabelais et fort en gueule, qui défendait les intérêts de la ruralité en montant à la capitale. À Paris, c'était le notable ardéchois qui roulait les airs, savait placer le Creusot sur une carte pour y être déjà passé en train, et n'hésitait pas à insulter les Juifs. Du rural au rustre, la nuance est parfois fine. Pour rien au monde, Vallat ne serait resté à sa permanence ardéchoise le 6 juin 1936. Léon Blum doit présenter son programme de gouvernement, 1 mois après la victoire du Front populaire. En plein palais Bourbon, il interpelle le nouveau président du Conseil. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain va être gouverné par un juif. Avant d'être recadré par Édouard Herriot, président de la Chambre, je ne connais ni juifs, ni protestants, ni catholiques. Dans cette assemblée, je ne connais que des Français. Le plus édifiant, au-delà des propos outranciers de Vallat, est que toute la droite de l'Assemblée nationale applaudit l'Ardéchois. À Vernou, on a toujours voté à droite. Les éructations de Vallat lui valurent l'intérêt de l'Institut d'Erfurt en Allemagne, à la pointe de la propagande antisémite nazie. En France,
L'intelligentsia raciste savoure. Le français est antisémite d'instinct, bien entendu. Mais il n'aime pas avoir l'air de persécuter des innocents pour de vagues histoires de peau. Monsieur Blum lui apprit que l'antisémitisme était tout autre chose. À la Chambre, le député Xavier Vallat osa saluer ironiquement le jour où un vieux pays gallo-romain avait pour la première fois un juif à sa tête. Les plus paisibles commençaient à regarder de travers les cheveux crépus, les nez courbes qui abondaient singulièrement. Tout cela n'est pas de la polémique, c'est de l'histoire. L'inclusion de l'Ardèche dans la zone dite libre vit défiler plus d'un juif, plus d'un protestant, plus d'un catholique. 200 000 Français jetés sur les routes par la débâcle durant mai-juin 1940 trouvèrent refuge dans le département. La collaboration arrivant, Vallat prit du galon et devint, en mars 1941, commissaire général aux questions juives, CGQJ, en charge du puissant organe de propagande antisémite. Bientôt, les Juifs ne seront tolérables qu'à dose homéopathique. Il devait davantage sa place à un concours de circonstances favorables qu'à un réel talent de meneur d'hommes. Le CGQJ fut bâti conjointement par l'occupant allemand et Vichy. Les Allemands, par la voix d'Otto Abetz, ambassadeur du Reich à Paris, avaient envisagé des personnalités plus marquantes aux yeux de l'opinion que Vallat. Les noms de Louis Darquier de Pellepoix, Louis-Ferdinand Céline ou encore Marcel Bucard avaient circulé. Mais la nomination de Xavier Vallat était le moyen pour Vichy de montrer sa marge d'autonomie dans une France administrativement déchirée, où l'on ne sait plus qui a le contrôle de quoi, qui a le monopole sur qui. Vallat serait cet homme fort de l'antisémitisme. Son passé d'avocat et sa bonne connaissance des lois allaient rapidement devenir un atout dans la mise en place d'une législation raciste dure et autonome vis-à-vis des Allemands. Vallat, l'Ardéchois anti-allemand, allait se transformer en Vallat, le vichiste antisémite. Le 11 novembre 1942, le visage de l'Ardèche avait changé. Les Allemands franchissaient la ligne de démarcation et s'installaient progressivement dans ce monde en partie préservé. On voyait çà et là des officiers en uniforme déambuler dans les rues, s'arrêter aux vitrines des boulangeries, et l'on entendait grommeler une langue nouvelle, pratiquée uniquement par ceux de 14. À Vernoux, on apprenait à connaître la Gestapo. Bien que celle-ci fût intégrée à la SIPO-SD, on ne retenait que le nom de cette police politique d'un autre âge, d'un autre temps, d'autres pratiques. La Gestapo personnifiait ce bras armé de la violence débridée du voisin allemand. Pour preuve, le 16 décembre 1943, Sully Arnal avait été abattu, son corps retrouvé le long de la départementale 533 à Saint-Péray, à une demi-heure de route. Ce garçon coiffeur de 29 ans, originaire de Lozère, avait intégré l'armée secrète de la zone Tournon-Vernoux 5 mois plus tôt et était chargé de camoufler les jeunes désignés à la déportation en Allemagne, selon la prose du commandant de gendarmerie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.